Johnny trébucha sur quelque chose, malgré la torche, et faillit s'étaler de tout son long. Il ralentit et se contenta de marcher. Les mineurs chinois avaient laissé tomber tout ce qu'ils possédaient dans leur course éperdue, dans leurs vains efforts pour s'échapper. Et à la fin, ils étaient tombés eux-mêmes. Il traversa un paysage jonché d'ossements, réduisant en poudre ceux sur lesquels il marchait, faisant osciller la lumière en un triangle régulier, de gauche à droite, vers le sol, et à gauche à nouveau, pour avoir ainsi une vision claire des lieux. Il vit beaucoup de caractères chinois sur les murs, comme si les survivants de l'effondrement avaient succombé à une sorte de frénésie d'écriture en voyant approcher la mort. En plus des ossements, il trouva des gobelets en métal, d'anciennes pioches au fer rongé et aux manches très courts, des petites boîtes rouillées fixées sur des lanières, les lampes à pétrole décrites par David, pensa-t-il, puis des vêtements en décomposition, des mocassins andins, si petits qu'on les aurait crus destinés à des enfants, et au moins 3 paires de chaussures à semelles de bois. L'une d'elles portait les restes d'une bougie qu'on avait allumée, alors qu'Abraham Lincoln n'était encore qu'un obscur avocat de l'Illinois. Et partout, partout, disséminés parmi les restes, des cantas. Coyotes aux langues d'araignée, araignées avec de curieux rats albinos sortant de leurs mandibules, chauves-souris aux ailes écartées, avec dans la bouche d'horribles têtes de bébés gnomes souriants. Certains représentaient des créatures cauchemardesques qui n'avaient jamais existé sur Terre, des monstres doubles qui blessaient les yeux de Johnny. Il sentait les cantas l'appeler, l'attirer comme la lune attire les marées. Il lui était arrivé d'être attiré de cette façon dans sa vie d'autrefois, par un verre d'alcool, un dessert onctueux, le contour velouté d'une bouche de femme. Les cantas avaient de douces voix raisonnables qui proposaient des actes inavouables. Mais les cantas n'auraient aucun pouvoir sur lui, à moins qu'il se penche et les touche. S'il pouvait l'éviter, éviter le désespoir qui guette sous couvert de curiosité, il savait que tout irait bien. Steve était-il déjà sorti? Il fallait l'espérer, et espérer aussi qu'il aurait réussi à entraîner tous les autres à distance suffisante dans son fidèle camion quand viendrait la fin. Il fallait s'attendre à une sacrée explosion. Il n'avait que 2 sacs d'infos autour du cou, attachés par leurs cordons, mais ce serait amplement suffisant. Il n'avait jamais cru avoir besoin de plus, mais il lui avait semblé plus sage de ne pas le dire aux autres, oui, plus sûr. Il entendait maintenant le doux grondement dont David avait parlé, le craquement et le déplacement du schiste, comme si la terre parlait, comme si elle protestait contre son intrusion, et il distinguait aussi un faible rayon rouge zigzagant un peu plus loin. Difficile de dire à quelle distance dans le noir. L'odeur était plus forte aussi et plus facile à identifier. Des cendres froides. À sa gauche, un squelette, probablement pas chinois à en juger par sa taille, agenouillé contre un mur, comme s'il était mort en prière, qui tourna brutalement la tête et gratifia Johnny Marinville de l'éclat de son sourire dans un crâne sans chair. « Sors, tant que tu le peux encore! Tak awan! Tak halla !» Johnny lui donna un coup de pied, comme si le crâne était un ballon de foot. Il se désintégra, se pulvérisa presque, en fragments d'os, et Johnny se dépêcha d'approcher de la lumière rouge qui sortait d'une fissure du mur. Le trou lui sembla juste assez grand pour qu'il s'y glisse. Il s'arrêta devant, regarda la lumière, mais ne put voir grand-chose. Il entendait la voix de David dans sa tête, un peu comme un sujet en transe entend la voix de l'hypnotiseur. À 13h10, le 21 septembre, les types du frontail débouchèrent dans ce qu'ils prirent d'abord pour une grotte. Johnny jeta la torche, il n'en aurait plus besoin, et se faufila à travers la fente. Alors qu'il passait dans l'Antac, le bruit de cage d'ascenseur qu'il avait entendu à l'entrée de la galerie sembla remplir sa tête. Un brouhaha de voix, séduisante, enjôleuse, menaçante. Tout autour de lui, transformant la salle de l'Antac en fantastique colonne creuse éclairée de rouge, se trouvaient des têtes en pierre sculptée. Loups et coyotes, faucons et aigles, rats et scorpions. De chaque gueule sortait non pas un autre animal, mais une forme reptilienne mal définie que Johnny redoutait de regarder, et que de toute façon il ne pouvait pas vraiment voir. Était-ce Tac, le Tac au fond de l'Ini? Mais comment est-ce que c'était rentré dans Ripton? Si ça était coincé au fond, comment est-ce que ça avait bien pu rentrer dans Ripton? Et soudain, il se rendit compte qu'il était en train de traverser l'Antac, qu'il s'approchait de l'Ini.
Il tenta d'arrêter ses jambes et découvrit qu'il ne le pouvait pas. Il imagina sans peine Carrie Ripton faisant la même découverte. Les longs sacs d'infos oscillaient sur sa poitrine. Des images dansaient dans la sarabande de son esprit. Terry, le saisissant par ses passants de ceinture et le serrant contre son ventre alors qu'il commençait à jouir. Le plus bel orgasme de sa vie, et tout était parti dans son pantalon. Lui, sortant de la piscine du Bel Air, riant, les cheveux collés au front, brandissant la bouteille de bière devant les flashs des photographes. Bill Harris, lui disant que traverser le pays sur sa moto risquait de changer sa vie et toute sa carrière, s'il en était capable, bien sûr. Et enfin, il vit les yeux gris vides du flic qui le regardait dans le rétroviseur. Le flic qui lui disait qu'il ne tarderait pas à en savoir beaucoup plus qu'avant sur le pneuma, Soma et Sarks. Sur ce point, il avait eu raison. « Seigneur, protège-moi assez longtemps pour que je termine ma tâche, dit-il. Et il se laissa attirer vers Ligny. Pouvait-il s'arrêter, même s'il le voulait? Il valait peut-être mieux ne pas se poser la question. Il y avait des animaux morts qui pourrissaient autour du trou dans le sol, le puits des mondes de David Carver. Des coyotes et des busards surtout, mais aussi des araignées et quelques scorpions. Johnny se dit que ses derniers protecteurs étaient morts quand l'aigle était mort. Une force s'était retirée d'eux et avait emporté leur vie, comme sa vie avait été enlevée à Audrey Weiler presque aussitôt après que Steve eut fait tomber les cantas de sa main. De la fumée commença à s'élever de Ligny, sauf que ce n'était pas de la fumée, pas vraiment. C'était une sorte de matière brune et grasse, et quand elle ondula vers lui, Johnny vit qu'elle était vivante. On aurait dit des mains à 3 doigts préhensibles au bout de bras décharnés. Ces bras n'étaient pas des ectoplasmes, mais ils n'étaient pas strictement physiques non plus. De même que le spectacle des formes sculptées tout autour de lui, celui de ses bras fut douloureux pour Johnny. Il avait mal à la tête, comme un enfant qui s'éjecte en titubant d'un tourniquet au square. C'était ça qui avait rendu les mineurs fous, bien sûr. C'était cette matière qui avait transformé Ripton. De l'autre côté de la salle, les fenêtres du Périne-Mo le narguaient, lui disant « Mais quoi, précisément ?» Il les entendait presque. « Caille des Moon, ouvre la bouche !» Et oui, sa bouche était ouverte, grande ouverte, comme chez le dentiste. « S'il vous plaît, ouvrez grand, monsieur Marinville. Bien grand, espèce de soi-disant écrivain. Vous me rendez furieux, vous me rendez malade de rage, mais continuons. Ouvrez grand, Caille de Moon, putain d'enculé grisonnant prétentieux. On va vous arranger, on va vous remettre à neuf, mieux que neuf. Ouvrez grand, Caille de Moon. » La fumée, la gadoue, ce truc dégoûtant. Ce n'était plus des mains au bout des bras, mais des tubes. Non, pas des tubes, des trous. Oui, c'était ça, des trous comme des yeux, 3. Peut-être plus, mais il n'en voyait clairement que 3. Un triangle de trous, comme des trous de mine, 2 en haut et un en bas. Des trous comme des yeux qui murmureraient. « C'est juste, entendit-il avec la voix de David, c'est juste, Johnny, pour pénétrer en vous, comme ça a pénétré en Carrie Ripton. Le seul moyen pour Tac de sortir de ce trou, tout au fond, dont l'orifice est trop petit pour autre chose que son essence, sa semence. C'est juste pour s'insuffler en vous, 2 trous pour le nez et un pour la bouche. » La matière répugnante brun foncé se tortilla vers lui, à la fois horrible et attirante, des trous qui étaient des bouches qui étaient des yeux, et des yeux qui murmuraient, qui promettaient. Il se rendit compte qu'il avait une érection. Ce n'était pas vraiment le meilleur moment, mais depuis quand est-ce que pareil détail le troublait? Maintenant, ça aspirait. Il les sentait qui aspiraient l'air de sa bouche, de sa gorge. Il ferma la bouche d'un coup et enfonça son casque de moto sur sa tête. Il était temps. Une seconde plus tard, les rubans brunâtres rencontraient le visage en plexiglas et s'y étalaient en produisant un répugnant bruit de succion. Pendant un moment, il vit ses pompes qui l'embrassaient comme des lèvres, puis elles se retirèrent parmi des traînées sales de matière brune. Johnny tendit les mains, saisit la chose brune qui flottait devant lui et la tordit comme un linge. Il ressentit un picotement sur ses paumes, et ses doigts et sa chair devinrent insensibles. Mais la chose brune s'écarta, une partie se replia vers Ligny,
le reste s'écoula sur le sol de la salle. Il arriva au bord du trou et s'arrêta entre un tas de plumes qui avaient été un busard et un coyote qui gisait sur le côté. Il regarda en bas, tout en tâtant les sacs d'infos pendus à son cou, les caressant de ses mains mi-picotantes, mi-engourdies. « Tu sais comment faire exploser cette merde sans dynamite ni amorce ?» avait demandé Steve. « Tu le sais, n'est-ce pas? Ou tu crois savoir ?»« J'espère savoir, » dit Johnny, dont la voix se heurta à l'intérieur froid du casque. « J'espère que... »« Alors vas-y !» cria une voix furieuse en dessous de lui. Johnny se recroquevilla de terreur et de surprise. C'était la voix du flic, de Collie Entragian. « Vas-y, tac, ah là, Pirinmo! Vas-y, pourri d'enculé, montre un peu comment tu es courageux. Tac !» Johnny tenta de reculer d'un pas, pour réfléchir peut-être, mais des filaments de gadou s'enroulèrent autour de ses chevilles comme des mains et secouèrent ses pieds. Il plongea dans le puits, en une chute sans grâce, pied en avant, et l'arrière de sa tête heurta le bord. S'il n'avait pas porté le casque, il se serait sûrement fracturé le crâne. Il serra les sacs d'infos contre sa poitrine, comme s'il pouvait le protéger. La douleur arriva, d'abord mordante, puis insidieuse, puis elle sembla le dévorer vivant. L'ini était en forme d'entonnoir, mais le cône qui s'enfonçait était bordé d'excroissances, des cristaux de quartz et de schiste fendus. Johnny glissait dessus, comme sur un toboggan recouvert d'éclats de verre. Ses jambes étaient un peu protégées par les jambières en cuir, et sa tête par son casque de moto, mais son dos et ses fesses n'offrirent aucune résistance. Il écarta ses avant-bras afin de freiner sa glissade. Les aiguilles de pierre le déchirèrent, ses manches de chemise partirent en rubans qui se teintèrent de rouge. « Tu aimes ça ?» railla la voix au fond de l'ini, empruntée cette fois à Hélène Carver. « Tac, Allah, salaud de perturbateur, ento, ten halak !» La voix fulminait et l'injuriait dans les deux langues. « Folle, doublement folle, se dit Johnny, qui rit malgré la douleur. Il plongea en avant, cherchant à se retourner, même si cela devait entraîner sa mort. « Il est temps d'attendrir l'autre côté, se dit-il, en riant plus fort encore. Il sentait le sang couler dans son pantalon comme de l'eau chaude. La vapeur brune l'entourait complètement et plaquait ses bouches murmurantes sur la visière du casque. Elles apparaissaient, disparaissaient, puis revenaient, leur frottement produisant ce petit bruit humide très suggestif. Il ne parvint pas à soulager son dos, il ne parvint pas à se retourner. L'angle de chute était trop raide. Il se retrouva sur le côté, s'accrochant aux cristaux qui le déchiraient, qui tailladaient ses mains sans qu'il s'en soucie, parce qu'il fallait qu'il s'arrête avant d'être transformé en charpie. Et soudain, ce fut terminé. Il se retrouva recroquevillé au fond de l'entonnoir, saignant de partout, hagard, comme si ses nerfs sectionnés tentaient d'extirper de lui toute pensée rationnelle. Il leva les yeux et vit une large traînée de sang marquant son itinéraire sur la paroi. Des lambeaux de tissu et de cuir, sa chemise, son pantalon et ses jambières, pendaient, accrochés aux cristaux les plus proéminents. De la fumée, sortant du fond de l'entonnoir, s'insinua entre ses jambes et tenta de le saisir à la braguette. « Lâche !» dit Johnny. « Dieu l'ordonne !» La fumée brune retomba, s'enroulant autour de ses cuisses en banderoles sales. « Je peux te laisser vivre ?» dit une voix. Pas étonnant, se dit Johnny, que Tac soit prisonnier de l'autre côté de l'orifice. Le trou du fond était très étroit, guère plus de 2 centimètres de diamètre. À l'intérieur, la lumière rouge clignait comme un œil. « Je peux te soigner, » continua la voix, « te guérir et te laisser vivre. »« Ah oui ?» fit Johnny. « Mais est-ce que tu peux m'obtenir ce foutu prix Nobel de littérature ?» Johnny décrocha les sacs d'infos de son cou, puis retira le marteau de sa ceinture. Il faudrait travailler vite. Il avait l'impression d'être tailladé en 1 milliard d'endroits, et son esprit embrumé lui confirmait qu'il avait perdu trop de sang. Il repensa au Connecticut et à la façon dont les grenouilles entraient dans les maisons à la nuit tombée au cours des dernières semaines de mars et des premières semaines d'avril. Les anciens du coin appelaient ça le printemps des fraises, allez savoir pourquoi. « Oui, oui, je peux t'obtenir tout ce que tu voudras, » dit la voix impatiente et effrayée au fond de la gorge rouge. « N'importe quoi, succès, argent, femme, et je peux te soigner, n'oublie pas ça, je peux te guérir. »
« Est-ce que tu peux ramener le père de David ?» demanda Johnny. Silence dans Ligny. Puis la substance brune sortant du trou atteignit les entrailles qui zébraient son dos et ses jambes, et soudain il eut l'impression d'être attaqué par des anguilles électriques, voire des piranhas. Il cria. « Je peux faire cesser la douleur » dit Tac du fond de son petit trou. « Tu n'as qu'à demander, et t'arrêter, bien sûr. » La sueur lui brûlant les yeux, Johnny se servit de l'arrache-clou du marteau pour déchirer un des sacs d'Ampho. Il inclina la fente vers le petit orifice, écarta le tissu et versa dedans une poignée de graines blanchâtres. La lumière rouge s'éteignit immédiatement, comme si la chose au fond craignait d'allumer la charge elle-même par inadvertance. « Non, tu ne peux pas !» cria la voix plus lointaine, que Johnny entendit pourtant clairement dans sa tête. « Tu ne peux pas faire ça! Maudit sois-tu! Anne-la! Anne-la, Osdam! Espèce de salaud !»« Anne-la toi-même, pensa Johnny, et un bon gros candelar en prime. » Le premier sac était vide. Johnny distingua du blanc dans le trou où régnaient jusque-là le noir et le rouge. Le goulot qui conduisait au monde de Tac, à son niveau, à sa dimension, n'était donc pas si long. Pas en termes physiques de mesure. Mais est-ce que la douleur dans son dos et ses bras n'avait pas diminué? Peut-être ne suis-je qu'engourdi, se dit Johnny. Ce n'est pas très nouveau pour moi. Il prit le second sac d'Ampho et constata qu'un côté entier était imbibé de son sang. La faiblesse s'ajoutait maintenant au brouillard dans sa tête. Il fallait faire vite. Il fallait filer comme le vent. Il déchira le second sac avec l'arrache-clou du marteau, ne prêtant plus aucune attention aux cris dans sa tête. Tac était passé à l'autre langage. Il retourna le sac sur le trou et regarda se déverser les granules d'Ampho. La blancheur devint plus éclatante au fur et à mesure que se remplissait le goulot. Quand le sac fut vide, la couche supérieure d'Ampho n'était qu'à 7 ou 8 centimètres au-dessous de Johnny. « Juste la place qu'il me faut, » se dit-il. Il prit conscience du silence qui s'était abattu sur le puits et dans l'antac au-dessus. Ne demeurait qu'un faible murmure, sans doute l'appel lointain des fantômes coincés ici depuis le 21 septembre 1859. Il fouilla dans la poche de ses jambières en cuir pendant un temps qui lui parut infini, luttant contre la torpeur qui lui embrouillait les idées, luttant contre sa faiblesse croissante. Finalement, ses doigts touchèrent un objet, le laissèrent échapper, le retrouvèrent, le saisirent et le sortirent. Une grosse cartouche verte. Johnny la glissa dans l'œil, au fond de Ligny, et il ne fut pas surpris qu'elle s'y insère parfaitement, son sommet circulaire reposant sur les pastilles d'Ampho. « T'es fait, mon salaud !» croassa Johnny. « Non !» murmura une voix dans sa tête. « Non, tu n'oseras pas !» Johnny regarda la capsule de cuivre bouchant le fond de Ligny. Il saisit le manche du marteau, malgré sa force dangereusement défaillante, et pensa à ce que le flic lui avait dit juste avant de le mettre à l'arrière de sa voiture. « Vous êtes un piètre spécimen d'écrivain. En tant qu'homme, vous ne valez pas mieux. » Johnny se servit de sa main libre pour retirer son casque d'un coup de paume. Il rit à nouveau en levant le marteau très haut au-dessus de sa tête, et il rit encore en l'abattant droit sur la base de la cartouche. « Seigneur, pardonne-moi, je hais les critiques. » Il eut une fraction de seconde pour se demander s'il avait réussi, puis la réponse vint. Une explosion de blancheur brillante et silencieuse, comme une rose qui s'ouvre. Johnny Marinville se laissa tomber, et ses dernières pensées furent pour David. David était-il sorti? David était-il parti assez loin? Était-il en sécurité maintenant? Irait-il bien plus tard? Autorisation de sortie, songea Johnny, et cette pensée aussi s'effaça. Il y avait des animaux morts disposés en cercle inégal autour du camion, surtout des busards et des coyotes, mais Steve les remarqua à peine. Le besoin de sortir de là le dévorait vivant. La forte pente du puits chinois semblait le dominer comme les flancs d'une tombe ouverte. Il atteignit le camion un peu avant les autres. Cynthia et Marie entouraient David, lui tenant chacune un bras, bien qu'il ne semblât pas tituber. Et il ouvrit toute grande la portière côté passager. « Steve, qu'est-ce que... » commença Cynthia. « Entre, plus tard les questions, » dit-il en lui poussant les fesses sur le siège. « Et tasse-toi, il faut faire de la place pour les autres. » Elle se serra contre le siège du conducteur, et Steve se tourna vers David. « Tu ne vas pas nous faire de difficultés ?» David secoua la tête.
Il avait les yeux ternes et léthargiques, mais cela ne convainquit pas vraiment Steve. Le gamin ne manquait pas de ressources, il l'avait prouvé avant même que Cynthia et lui le rencontrent. Il souleva David jusqu'au siège et regarda Marie. « Montez aussi, il va falloir se tasser un peu, mais si on n'est pas amis après tout ça... » Elle grimpa dans la cabine, et Steve claqua la porte sur elle, avant de faire le tour du camion en courant, non sans écraser un busard en chemin. Il eut l'impression de marcher sur un coussin garni d'os. Depuis combien de temps le patron les avait-il quittés? 1 minute ou 2? Il n'en avait aucune idée. Toute notion de temps l'avait déserté. Il bondit au volant, et se demanda une seconde ce qu'il ferait si le moteur refusait de démarrer. La réponse, rien, vint tout de suite. Il hocha la tête et tourna la clé. Le moteur ronronna. 1 seconde plus tard, il roulait. Il fit faire demi-tour au rider en décrivant un cercle autour des engins de chantier, du dépôt d'explosifs et du bureau. Entre les 2 bâtiments attendait la voiture de police, porte du conducteur ouverte, siège avant maculé du sang de Colleen Tragian. La regarder à l'intérieur, donna froid dans le dos de Steve. La tête lui tourna même un peu, comme lorsqu'on regarde en bas du haut d'un gratte-ciel. « Va te faire foutre !» dit doucement Marie, en se retournant pour regarder la voiture. « Va te faire foutre, et j'espère que tu m'entends !» Ils passèrent sur une bosse, et le camion subit une violente secousse. Steve décolla si haut de son siège que ses cuisses heurtèrent le bas du volant et sa tête le plafond. Il entendit des objets qui s'entrechoquaient à l'arrière, les affaires du patron essentiellement. « Hé !» dit nerveusement Cynthia. « Est-ce que tu ne crois pas que ton pied est un peu trop près du plancher pour une piste de gravier, mon vieux ?»« Non, » répondit Steve. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur extérieur quand ils commencèrent à monter la route qui conduisait en haut du puits. Il aurait voulu apercevoir l'ouverture de la galerie, mais il n'y parvint pas. Elle était de l'autre côté du camion. À mi-pente, ils roulèrent sur une autre bosse, plus grosse encore, et ils eurent l'impression que le camion restait suspendu en l'air plusieurs secondes. Les phares décrivirent des spirales, puis n'éclairèrent plus que quelques centimètres quand le camion rebondit sur ses ressorts. Marie et Cynthia poussèrent un cri, pas David. Il était recroquevillé entre elles comme une poupée, à moitié sur le siège, à moitié sur les genoux de Marie. « Mais ralentissez !» hurla Marie. « Si on sort de la route, on retombera jusqu'au fond du puits. Alors ralentissez, crétin !»« Non !» répondit Steve à nouveau. Il ne crut pas utile d'ajouter que sortir de cette route-là, aussi large qu'une autoroute californienne, était le cadet de ses soucis. Ils voyaient le haut du puits devant eux. Le ciel n'était plus noir, mais d'un violet sombre qui s'éclaircissait. Il regarda par la vitre du passager, cherchant la bouche noire du tunnel dans le cône noir du puits chinois, Cantac dans Canta. Mais il n'eut pas à s'en inquiéter longtemps. Un carré de lumière blanche, éblouissante, insoutenable, illumina soudain le fond du puits. Elle jaillit de la galerie des Chinois comme un point de feu et remplit la cabine du camion d'un éclat brutal. « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» cria Marie en se protégeant les yeux d'une main. « C'est le patron, » dit doucement Steve. L'onde de choc sembla passer directement sous eux avec une sorte de roulement sourd. Le camion se mit à frémir comme un chien effrayé. Steve entendit les roches brisées et le gravier qui commençait à glisser. Il regarda par sa fenêtre et vit, dans la lueur finissante de l'explosion, le réseau noir de tuyaux en PVC, asperceurs et têtes de distribution, qui glissaient vers le fond du puits. Le Fort-Fire était en mouvement, le puits chinois implosait. « Oh Seigneur, on va être enterrés vivants !» gémit Cynthia. « Ça, c'est ce qu'on va voir, » dit Steve. « Accrochez-vous !» Il écrasa l'accélérateur jusqu'au plancher, il n'eut pas loin à aller, et le moteur répondit par un rugissement. « C'est presque ça, mon vieux, » lui dit-il mentalement. « C'est presque ça, allez vas-y, aide-moi, mon joli, ne me lâche pas !» Le grondement sous eux s'éternisait. Il semblait s'atténuer par instants, puis revenait en vagues successives. Quand ils approchèrent du haut du puits, Steve vit un rocher de la taille d'un réservoir de gaz qui dégringolait la pente sur leur droite. Plus impressionnant encore était le bruit sous le camion. Un murmure de plus en plus puissant jusque sous leurs roues. Steve savait que c'était la surface de la route, le gravier, et dans quelques instants, elle s'effondrerait dans le puits comme un tapis d'escalier qu'on décroche. « Allez, vas-y, mon vieux, je t'en supplie encore un peu, allez !»« Avance, saloperie !» hurla-t-il soudain, en frappant le volant de son poing gauche. « Fonce, allez, fais ça pour moi !»
Le nez jaune du rider, gros dinosaure poussif, franchit enfin le sommet du puits. Pendant un instant, leur sort fut suspendu à la terre qui filait sous les roues arrière, et le camion commença à glisser en crabe, puis à reculons. « Avance !» cria Cynthia, qui se pencha en avant pour se cramponner au tableau de bord. « Je t'en supplie, pour l'amour de Dieu, sors-nous de là !» Et elle fut rejetée contre son dossier quand les roues mordirent à nouveau la route, juste assez. Pendant un instant, les phares montèrent caresser le ciel qui s'éclaircissait, puis ils plongèrent à l'extérieur du puits en direction du nord. Derrière eux, un nuage de poussière s'éleva du puits, comme si la tempête recommençait, mais très localisée cette fois. Le nuage sans fin s'éleva vers le ciel, telle la fumée d'un bûcher funéraire. La descente sur la pente extérieure nord du puits fut moins aventureuse. Quand ils en furent à parcourir les 3 kilomètres de désert entre le puits et le village, le ciel à l'est était d'un rose saumon intense. Et quand ils passèrent devant la bodega, avec son enseigne tombée par terre, l'arc supérieur du soleil creva l'horizon. Steve freina juste après, à l'extrémité sud de la rue principale de Désolation. « Putain !» murmura Cynthia d'une voix sourde. « Quelle horreur !» dit Marie, en posant une main sur son front, comme si sa tête la faisait souffrir. Steve ne put rien dire du tout. Jusque-là, Cynthia et lui n'avaient vu Désolation que dans le noir ou à travers le voile d'une tempête de sable. Ils n'avaient enregistré que des images décousues, leur perception étant faussée par une obsession très simple, survivre. Quand on essaye de rester en vie, on ne voit pas ce qu'il faut voir, le reste est évacué. Maintenant, en revanche, ils voyaient tout. La large rue vide, à part quelques buissons d'amarante qui roulaient paresseusement. Les trottoirs, couverts de sable, parfois complètement enfouis. Ça et là scintillaient du verre cassé. Des ordures avaient été dispersées par le vent, des pancartes renversées, des lignes électriques jetées sur le sol avec leurs pylônes. La marquise de l'Ouest américain gisait dans la rue comme un vieux bateau échoué. La seule lettre qui restait, un grand R noir, avait fini par tomber aussi. Et partout, des animaux morts, comme s'il y avait eu une guerre chimique. Des meutes de coyotes dans la rue, et sortant de la chope, dessinant une sorte de virgule, une colonie de rats à demi couverts de sable. Des scorpions étaient venus mourir sur la girouette en forme de nain, et on aurait dit des survivants d'un naufrage mort sur une île déserte. Des busards pendaient des toits comme de grosses traînées de suie. « Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, » dit David d'une voix morte et sans expression. « Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne. » Steve regarda dans son rétroviseur et vit le bord du puits chinois qui se dressait dans le ciel plus clair. Il vit la poussière qui sortait encore de son creuset stérile et frissonna. « Gardez-vous de monter sur la montagne, » continua David, « ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. » L'enfant leva le visage vers Marie, et ses lèvres tremblèrent, ses yeux s'emplirent de larmes. « David, commença-t-elle. « Je suis seul, dit David. Vous comprenez? On est venu sur la montagne, et Dieu les a tous massacrés, et maintenant je suis seul. » Elle l'enlaça, et pressa le petit visage contre sa poitrine. « Dis donc, grand chef, dit Cynthia, en posant la main sur le bras de Steve, si on foutait le camp de ce trou maudit et qu'on se trouvait une bière. » National 50, à nouveau. « Par là, dit Marie, on est tout près. » Ils avaient dépassé le camping-car des Carver. David avait à nouveau tourné son visage contre la poitrine de Marie, et elle lui avait entouré la tête de ses bras. Pendant presque 5 minutes, il n'avait pas bougé, on ne l'entendait même plus respirer. Seules ses larmes, lentes et chaudes, qui mouillaient son chemisier, assuraient à Marie qu'il était encore en vie. D'une certaine façon, ces larmes la rassuraient. La tempête avait aussi touché la nationale. Marie remarqua que le sable la recouvrait complètement par endroits, et que Steve devait passer en première pour franchir les plus grosses coulées. « Est-ce qu'il se pourrait qu'il l'ait fermé ?» demanda Cynthia à Steve. « Je veux dire les flics, le service d'entretien des routes du Nevada, ou je ne sais quoi. »« Probablement pas, » répondit Steve. « Mais je parierais qu'il ne devait pas y avoir grand monde la nuit dernière. Les camionneurs ont dû attendre la fin de la tempête à Ely ou à Austin. »« La voilà !» s'écria Marie, désignant au loin un reflet de soleil sur un pare-brise. 3 minutes plus tard, il s'arrêtait près de l'Acoura de Dierdre.
Est-ce que tu veux venir avec moi dans la voiture, David demanda-t-elle. Si ce foutu véhicule accepte de démarrer. David haussa les épaules. Le flic vous a laissé les clés demanda Cynthia. Non, répondit Marie, mais avec un peu de chance. Elle sauta du camion, atterrit en douceur sur du sable et gagna la voiture. La revoir fit surgir soudain l'image de Peter. Peter si fier, quelle absurdité, de sa monographie sur James Dickey. Peter qui n'aurait jamais deviné qu'il ne connaîtrait pas les suites de la publication. La voiture se dédoubla, puis se fractura comme à travers un prisme. La poitrine contractée, elle se passa un bras sur les yeux, puis s'agenouilla et tâta sous le pare-choc avant. Mais elle ne parvint pas à trouver ce qu'elle cherchait, et une soudaine vague de désespoir la submergea. Et pourquoi voulait-elle donc suivre le camion jusqu'à Austin dans cette voiture, de toute façon, entourée de souvenirs, des souvenirs de Peter? Elle posa la joue contre le pare-choc. Bientôt il serait trop chaud pour qu'on le touche, mais il conservait encore la fraîcheur de la nuit, et elle laissa couler ses larmes. Elle sentit une main frôler la sienne, timidement, et leva les yeux. David était là, son petit visage trop grave, au-dessus d'une poitrine menue de gamin en t-shirt de baseball. Il la regardait solennellement. Il ne lui tenait pas vraiment la main, mais il lui touchait les doigts, comme s'il eût bien aimé la tenir. « Qu'est-ce qui ne va pas, Marie » demanda-t-il. « Je n'arrive pas à retrouver la petite boîte, » dit-elle en reniflant. « Une petite boîte aimantée qui contient une clé de secours. Elle était sous le pare-choc avant, mais elle a dû tomber. Ou bien les gosses qui nous ont pris nos plaques d'immatriculation l'ont prise aussi. » Sa bouche se tordit, et elle se remit à pleurer. David s'agenouilla près d'elle. Marie, à travers ses larmes, vit tout de même les marques sur sa gorge où Audrey avait essayé de l'étrangler, de vilaines taches d'un rouge noirâtre comme des nuages d'orage. « Chut, Marie, dit-il. Il tâta lui-même l'intérieur du pare-choc. Il entendait ses doigts pianoter dans l'obscurité, et soudain elle voulut crier. « Attention, il risque d'y avoir des araignées !» David montra une petite boîte grise au creux de sa main. « Allez, essayez. Vous voulez bien ?» demanda-t-il. « Et si elle ne démarre pas ?» Il haussa les épaules pour signifier que cela n'aurait pas grande importance. Il restait le camion. Oui, le camion. Sauf que Peter n'était jamais monté dans le camion, et que, peut-être, voulait-elle respirer sa présence un peu plus longtemps, l'entendre, le sentir. « Belle paire de pastèques, madame, avait-il dit, avant de lui toucher les seins. Le souvenir de son odeur, de sa main, de sa voix, les lunettes qu'il portait pour conduire, tout cela lui ferait mal, mais... « Oui, je viendrai avec vous, dit David, toujours agenouillé face à elle, devant la voiture de Dierdre. « Si la voiture démarre, je veux dire, et si vous voulez bien. »« Oui, je veux bien, dit Marie. Steve et Cynthia les rejoignirent et les aidèrent à se relever. « J'ai l'impression d'avoir 108 ans, dit Marie. « Ne vous en faites pas, lui répondit Steve. « Vous n'en paraissez pas plus de 49. » Et il sourit quand elle fit mine de lui donner un coup de poing. « Mais vous voulez vraiment essayer d'arriver jusqu'à Austin dans cette petite voiture? Et si elle s'enlise dans le sable ?»« Un problème à la fois, dit Marie. On ne sait même pas si elle va démarrer. N'est-ce pas, David ?»« Non, soupira l'enfant. Il s'éloignait d'elle à nouveau. Marie le sentait, mais elle ne savait comment réagir. Il se tenait, tête baissée, et regardait la grille du radiateur de la coura, comme si tous les secrets de la vie et de la mort y étaient cachés. Toute émotion s'effaçait à nouveau de son visage. Il apparaissait distant et pensif, la main refermée sur le cube aimanté de métal gris qui contenait la clé de secours. « Si elle démarre, dit Marie, on se suivra, moi derrière vous. Si je m'enlise, on remontera dans le camion. Mais je ne pense pas que ce sera utile. Ce n'est pas une si mauvaise voiture, en fait. Si seulement ma foutue belle-sœur ne l'avait pas utilisée comme réserve de cam. » Et sa voix s'altéra, elle serra les lèvres. « Je ne crois pas que nous aurons à aller loin pour trouver une route dégagée, dit David, sans lever les yeux de la calandre. 50 ou 60 kilomètres, et puis la route sera libre. J'espère que tu as raison, lui dit Marie, en lui souriant. Il y a une question un peu plus délicate, dit Cynthia. Qu'allons-nous raconter à la police, à la vraie police, je veux dire? Personne ne fit de suggestion pendant un moment. Puis David, le regard toujours fixé sur la calandre, déclara. Le début de l'histoire? Ils n'auront qu'à découvrir le reste tout seuls. Je ne comprends pas, dit Marie.
En fait, elle croyait comprendre, mais elle voulait qu'il continue à parler, elle voulait qu'il soit là, avec eux tous, mentalement aussi bien que physiquement. Je leur raconterai l'histoire des pneus crevés et du mauvais flic qui nous a emmenés en ville, reprit David. Comment il nous a convaincus en prétendant qu'il y avait dans le désert un type qui nous attendait avec un fusil. Marie, vous direz comment il vous a arrêté, Peter et vous. Steve, vous raconterez que vous cherchiez Johnny et que Johnny vous a téléphoné. Je raconterai comment on s'est échappé pendant qu'il emmenait ma mère, comment on s'est réfugié au cinéma et comment on vous a appelé, Steve. Et puis, vous pourrez dire que vous êtes venu nous rejoindre au cinéma et qu'on y a passé la nuit. En fait, nous ne sommes jamais allés au puits, dit Steve. David hocha la tête. Les marques sur sa gorge s'accentuaient dans la lumière croissante du jour. La chaleur arrivait. Oui, c'est ça, dit David. Mais désolé, David, il le faut. Ton père, qu'est-ce qu'on dit pour lui demanda Steve. Il est parti à la recherche de ma mère, répondit David. Et il m'a ordonné de rester avec vous dans le cinéma, et c'est ce que j'ai fait. Et nous, on n'a jamais rien vu, dit Cynthia. Non, pas vraiment, dit David. Il ouvrit le cube aimanté et en sortit la clé qu'il tendit à Marie. Pourquoi n'essayeriez-vous pas de démarrer? Une seconde, David, dit Marie. Qu'est-ce que les autorités vont penser de ce qu'elles vont trouver, tous les morts humains et animaux? Et que diront-elles? Que révéleront-elles? Il y a des gens, dit Steve, qui croient qu'une soucoupe volante s'est écrasée près d'ici, dans les années 40. Est-ce que vous le saviez? Elle secoua la tête. C'était à Roswell, au Nouveau-Mexique, et à les en croire, il y a même eu des survivants, des spationautes d'un autre monde. Je ne sais pas ce qu'il y a de vrai, mais après tout, on sait à coup sûr que quelque chose d'assez épouvantable s'est produit à Roswell. Le gouvernement a tout dissimulé, et il dissimulera de la même manière tout ce qui s'est passé ici. Oh, t'es plutôt pessimiste, mon chou, dit Cynthia en lui pinçant le bras. Quant à ce qu'ils penseront, continua Steve après avoir haussé les épaules, un gaz mortel peut-être, quelque truc bizarre sorti d'une poche enfouie sous la terre et qui a rendu les gens fous. Je n'ai pas si loin de la vérité d'ailleurs. Non, dit Marie, je crois que le plus important est que nous racontions tous la même histoire, telle que David l'a résumée. Cynthia haussa les épaules, l'air de dire « Qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» Autant dire qu'elle redevenait elle-même. Et si on craquait et qu'on leur révélait vraiment ce qui s'est passé, vous pensez peut-être qu'ils nous croiraient? Peut-être que non, dit Steve. Mais si ça ne te fait rien, j'aimerais autant ne pas passer les 6 prochaines semaines à subir des tests de QI et à regarder des taches d'encre, alors que je pourrais les passer à contempler ton visage exotique et mystérieux. Elle lui pinça à nouveau le bras, un peu plus fort cette fois, et surprit David qui observait cette petite scène. Est-ce que tu trouves que j'ai un visage mystérieux et exotique lui demanda-t-elle. David se détourna et regarda les montagnes au nord. Marie gagna la portière du conducteur de la Coura, l'ouvrit et se souvint qu'elle devait avancer le siège si elle voulait conduire. Peter faisait 30 centimètres de plus qu'elle. La boîte à gants était restée ouverte depuis qu'elle avait fouillé dedans pour trouver les papiers de la voiture. Mais la petite ampoule qui l'éclairait ne pouvait pas vider une batterie quand même. Enfin, ce n'était pas vraiment une question de vie ou de mort, de toute fa... « Oh mon Dieu !» dit Steve d'une voix douce. « Seigneur, regardez !» Elle se retourna. À l'horizon, paraissant moins haute à cette distance, se dressait la paroi nord du puits chinois. Au-dessus s'élevait un nuage gigantesque de poussière gris foncé. Il restait suspendu dans le ciel, relié au puits par un ombilic nébuleux de poussière et de terre. Le nuage dessinait la forme d'un loup, sa queue pointée vers le soleil levant, son museau allongé, de façon grotesque, pointé vers l'ouest, où s'attardaient encore les derniers lambeaux d'obscurité. Il avait la gueule ouverte, et il en sortait une forme étrange, indéfinissable, mais plutôt reptilienne, avec quelque chose d'un scorpion ou d'un lézard. « Cantac, Canta ?» Marie cria dans ses mains. Elle fixait la forme dans le ciel, de ses yeux écarquillés au-dessus de ses doigts sales, et secouait la tête en un geste de dénégation inutile. « Arrêtez, dit David, en lui entourant la taille de son bras. « Arrêtez, Marie, ça ne peut pas vous faire de mal, ça s'en va déjà, vous voyez ?» C'était vrai. La fourrure du loup céleste se déchirait par endroits, semblait fondre à d'autres, tandis que le soleil y plantait ses épées de lumière.
C'était le genre de vision improbable qu'on attend à la fin d'un péplum biblique. « Je crois que nous devrions partir, dit enfin Steve. « Je crois que nous n'aurions jamais dû venir, répondit Marie d'une voix faible. Elle monta dans la voiture, où l'accueillit une odeur douce et familière, la lotion après rasage de son époux mort. David la regarda avancer son siège et insérer la clé de contact. Il se sentait flotter dans un espace situé entre une étoile sombre et une étoile brillante, à égale distance de lui-même. Il se vit assis à la table de la cuisine, chez lui, en train de jouer aux petits chevaux avec la puce. Il se dit qu'il enverrait bien Steve, Marie et Cynthia, si gentils qu'ils soient, en enfer, juste pour pouvoir jouer aux petits chevaux dans la cuisine avec la puce. Elle boirait un verre de jus de pomme, lui un Pepsi, tous deux riraient comme des idiots. Il s'enverrait lui-même en enfer aussi d'ailleurs, ça ne devait pas être bien loin de désolation de toute façon. Marie tourna la clé de contact. Le moteur toussa violemment et démarra presque tout de suite. Elle sourit et claqua des mains. « David, tu es prêt à partir ?»« Bien sûr, répondit-il. Enfin, je crois. »« Hé !» appela Cynthia en posant une main sur sa nuque. « Tu vas bien, bonhomme ?» Il hocha la tête sans lever les yeux. Cynthia se pencha et l'embrassa sur la joue. « Il faut que tu te battes, lui murmura-t-elle dans l'oreille. « Il faut que tu te battes, tu sais. »« J'essaierai, répondit David. Mais les jours et les semaines et les mois à venir lui semblaient d'avance insupportables. « Va vers ton ami Brian, avait dit Johnny. « Va vers ton ami et fais de lui ton frère. » Oui, il faudrait sans doute commencer par là, mais après... Il y avait en lui des zones de souffrance pure, des trous qui ne se refermeraient jamais. Un pour sa mère, un pour son père, un pour sa sœur, des trous comme des yeux. Dans le ciel, le loup s'était dissipé, à l'exception d'une patte et de ce qui était peut-être le bout de la queue. Il n'y avait plus trace de la chose reptilienne dans sa gueule. « On t'a vaincu, murmura David en gagnant la portière. « On t'a vaincu, saleté, et c'est déjà ça. »« Tac !» murmura une voix souriante et patiente tout au fond de lui. « Tac, Allah, tac, Awan !» Il fit l'effort d'en détourner son esprit et son cœur. « Va vers ton ami et fais de lui ton frère. » Peut-être, mais d'abord Austin, avec Marie, Steve et Cynthia. Il avait l'intention de rester avec eux aussi longtemps que possible. Eux, au moins, pouvaient comprendre. Et d'une certaine façon, personne d'autre ne le pourrait jamais. Ils avaient été dans le puits ensemble. En arrivant à sa portière, il glissa distraitement la petite boîte en métal dans sa poche. Soudain, il se figea, la main vide, prête à saisir la poignée. Quelque chose avait disparu, la cartouche. Mais autre chose avait pris sa place, un morceau de papier épais. « David ?» appela Steve de la fenêtre du camion. « Quelque chose ne va pas ?» David secoua la tête et ouvrit la porte de la voiture d'une main, tandis que de l'autre, il sortait le papier plié de sa poche. Un papier bleu, mais il lui sembla familier, bien qu'il ne pût se souvenir d'avoir eu un papier comme ça dans sa poche la veille. Il était déchiré, percé d'un trou, comme s'il avait été cloué quelque part, comme si... « Laisse ton autorisation !» C'était la dernière chose que la voix lui avait dite ce dernier jour d'automne, quand il avait prié Dieu de guérir Brian. Il n'avait pas compris, mais il avait obéi, et accroché le papier bleu à une tête de clou. Quand il était retourné au poste de guet Viet Cong, une semaine plus tard, ou deux, il n'y était plus. Pris par un gamin qui voulait noter le numéro de téléphone d'une fille, sans doute, ou emporté par le vent. Sauf que il venait de réapparaître. « Wait a minute, baby, let it happen to you !» C'était Steve Winwood qui chantait. Il n'y avait pas plus cool. « Mais non, se dit-il, c'est impossible. »« David !» demanda Marie de très loin. « David, qu'est-ce qu'il y a ?»« Mais c'est impossible, se dit-il à nouveau. » Mais quand il le déplia, les mots imprimés en haut lui étaient plus que familiers. Collège de West Wentworth, 100 Wieland Avenue. Puis, en gros caractères d'imprimerie à l'encre noire, autorisation de sortie. Et enfin, le responsable de l'élève autorisé à sortir doit signer cette fiche. La fiche doit être rapportée au surveillant général. Mais maintenant, il y avait autre chose, un bref message griffonné sous la dernière ligne imprimée. Quelque chose bougea en lui, quelque chose d'énorme. Sa gorge se verrouilla, puis s'ouvrit pour laisser sortir un long cri de souffrance. Il perdit l'équilibre et se raccrocha au toit de la coura, posa son front sur son bras et se mit à sangloter.
Au loin, il entendit les portes du camion s'ouvrir, il entendit Steve et Cynthia qui couraient vers lui. Il pleurait. Il pensait à la puce, serrant sa poupée sur son cœur, et qui lui souriait. Il pensait à sa mère, dansant au son de la radio dans la buanderie, son fer à repasser à la main, riant comme une gamine. Il pensait à son père, assis sous le porche, les pieds sur la rambarde, un livre dans une main et une bière dans l'autre, l'accueillant, à son retour de chez Brian, sa bicyclette à la main à la nuit tombée. Il pensait combien il les avait aimés, combien il les aimerait toujours. Et Johnny, à l'entrée sombre de la galerie des Chinois, lui disant « Parfois, il nous laisse vivre ». David pleurait, tête baissée, la fiche d'autorisation de sortie froissée dans son poing serré. Cette énorme chose bougeait toujours en lui, un peu comme un glissement de terrain, mais en moins dangereux peut-être. Oui, en moins dangereux finalement. « David » appela Steve en le secouant. « Hé, David !»« Oh, je vais bien, » dit-il, en levant la tête pour s'essuyer les yeux d'une main tremblante. « Mais qu'est-il arrivé ?»« Non, rien, ça va. Allez-y, on vous suit. »« Tu es sûr ?» demanda Cynthia, d'un air dubitatif. David hocha la tête. Ils repartirent, non sans se retourner pour le regarder. David réussit à leur faire un signe de la main, puis il entra dans la coura et ferma la porte. « Qu'est-ce que c'était » demanda Marie. « Qu'as-tu trouvé » Elle tendit la main vers le papier bleu froissé, mais David ne le lâcha pas. « Est-ce que vous vous souvenez quand le flic vous a jeté dans la cellule » demanda David. « On était déjà là. Vous avez essayé de tirer avec l'arme sur le bureau. »« Oui, je me souviens. Jamais je ne l'oublierai, » dit Marie. « Et pendant que vous vous battiez contre lui, » reprit David, « une cartouche est tombée du bureau et a roulé jusqu'à moi. J'ai saisi l'occasion de la ramasser, mais Johnny a dû la prendre dans ma poche quand il me retenait dans la galerie et que mon père a été tué. C'est avec cette cartouche que Johnny a fait sauter l'info, et quand il l'a prise de ma poche, il a mis ça à la place. »« Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est » demanda Marie. « C'est une autorisation de sortie de mon collège dans l'Ohio, » répondit David. « L'automne dernier, je l'ai accrochée à un clou dans un arbre et je l'y ai laissée. »« Dans un arbre, en Ohio, l'automne dernier ?» dit-elle, en le regardant d'un air pensif. « Oui, » dit David. « Alors je ne sais pas d'où il la tient, et je ne sais pas où il la gardait. Quand il était dans le dépôt d'explosifs, je lui ai fait vider toutes ses poches. J'avais peur qu'il ait ramassé un de ses cantas, mais il ne l'avait pas alors. Il a tout enlevé à part son slip, et il ne l'avait pas. »« Oh, David !» commença Marie. Il hocha la tête et lui tendit le papier bleu. « Steve pourra nous dire si c'est son écriture, dit-il. Je vous parie $1 million que oui. » Elle lut le message griffonné en bougeant les lèvres. « David, garde ton avance sur la momie. 1 Jean 4-8. Rappelle-toi. »« Je parierais $1 million, moi aussi, que c'est son écriture, dit Marie. Si j'avais $1 million. Mais est-ce que tu sais ce que veulent dire ces chiffres, David ?»« Bien sûr, répondit-il en reprenant le papier bleu. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. »« Et l'est-il, David » demanda-t-elle après l'avoir longuement regardé. « Dieu est-il amour ?»« Oh oui, répondit David en repliant soigneusement le papier. « Je crois qu'il est un peu tout. » Cynthia leur fit un signe de la main. Marie lui répondit et leva les pouces. Steve démarra et Marie le suivit. Les roues de la coura se détachèrent avec peine du sable qui les entourait, puis prirent de la vitesse. David posa la tête contre le dossier, ferma les yeux et se mit à prier. Fin de cette histoire. N'oubliez pas les petits pouces en l'air et un commentaire. Toute contribution sur mon compte Tipeee sera la bienvenue. Merci d'avance.